Thierry Lindor, bienvenue à Montréal Pluriel. C'est un plaisir que de t'avoir avec nous en ce magnifique dimanche après-midi. C'est mon plaisir, Neil. Donc Thierry, dans un premier temps, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, parce que tu es venu à Montréal Pluriel une première fois, l'auditoire était un petit peu différent à l'époque, beaucoup plus de professionnels. En fait, ils sont encore là, sauf que l'auditoire s'est beaucoup élargi. D'accord. Donc c'est une plus grande proportion de la population qui nous écoute, particulièrement dans la communauté d'origine haïtienne, mais c'est aussi beaucoup de Montréalais parce que l'antenne de Radio Centre-Ville, c'est une antenne qui a une rayonnance beaucoup plus grande que où est-ce qu'on était. Thierry Lindor, c'est un jeune homme dans un premier temps. Il a quelques gris qui ont commencé à pousser. Tranquillement mais sûrement. Oui, ça, Thierry, on peut se cacher, mais ça arrive toujours. Regarde-moi, moi je m'en suis débarrassé. Donc, il a quelques gris, mais c'est un jeune homme. Il n'a pas encore 40 ans. Il est dans le milieu de la trentaine. Ça fait une quinzaine d'années qu'il fait de l'immobilier, qui est une passion pour lui. C'est un investisseur en série. Il a investi dans plusieurs compagnies, dont la compagnie de télécommunications Vox Telecom, je pense. Voxon Telecom. Et beaucoup d'autres joint ventures qu'il fait, il développe au niveau immobilier aussi. Mais a priori, avant d'être un vendeur en immobilier, c'est un développeur de personnes. Oui. C'est ce que Thierry Lindor fait. Et il a décidé, il y a maintenant 3 ans, c'était l'anniversaire, je pense, il y a fait quelques jours, 3 ans, de partir ta propre agence de courtage en immobilier. Et t'es parti comme une fusée qui part pour Mars et non pas la Lune. Et aujourd'hui, t'as pris d'assaut tout le Myland, en fait, vraiment beaucoup de territoires où est-ce que t'es rendu avec plus de 30 personnes qui ont un permis pour faire du courtage, qui travaillent avec toi dans ton bureau, qui est un bureau de Remax, le Remax Griffintown. Exactement, Neil. Donc, comment est-ce que tu arrives où est-ce que tu viens pour dire « je veux faire ça ». Qu'est-ce qui t'amène à faire ça et arriver à ouvrir un bureau? Est-ce que tu as aujourd'hui plus de 30 personnes qui travaillent et gagnent quand même correctement leur vie avec toi? Oui, effectivement, Neil. Moi, je dis toujours qu'il y a 2 types de personnes, des gens qui prennent des risques puis des gens qui travaillent pour ceux qui prennent des risques. Et moi, j'ai toujours décidé de prendre des risques à un très jeune âge. Donc, au bout de 11 ans à évoluer au sein de Century 21, j'étais quand même... je menais bien ma vie, je gagnais bien ma vie. Et j'étais dans les tops au Québec au sein de Century 21. Je me suis dit, si je voulais ouvrir une agence de courtage, je l'ai comparé un peu au café. Si je voulais vendre du café, est-ce que j'ouvrirais un Tim Hortons ou un Starbucks? Et le Starbucks de l'immobilier au Québec, c'est vraiment Remax. Donc, j'ai choisi d'aller avec Remax. Je n'en enlève rien avec Century 21. Century 21 est une belle compagnie. Mais pour la vision, moi, je dis toujours que la mission peut changer au fil du temps. Mais la vision que j'avais pour mon entreprise, mon bureau de courtage, c'était vraiment d'aller avec le top. Donc, j'ai ouvert Remax Griffintown. On a commencé avec moi et 2 autres courtiers, une adjointe et puis un chat. Et puis aujourd'hui, on est rendu... Le chat est plus là, il s'est sauvé, mais on est rendu avec... Ah oui, le chat s'est sauvé? Il a pris le bord, il y a trop de monde dans le bureau, mais on est rendu avec une trentaine de courtiers et on est en pleine expansion. Donc, on continue à prendre l'expansion. Donc, vous êtes en expansion. Un des éléments que j'ai vu dans le développement de Remax Griffintown, c'était pour moi une agence qui semblait... dire pour les agents immobiliers, pour les gens qui ne connaissent pas, pour le monde de l'immobilier, les gens qui ne connaissent pas, il y a les agents qui se créent des zones qu'ils appellent les fermes. Oui. Dans le fond, ces zones-là sont des zones où est-ce qu'ils essayent d'être connus dans le milieu, qui sont locales. Donc, par exemple, on prend Saint-Michel et tout ce qui est Saint-Michel, ces agents-là, ce groupe-là, essayent d'avoir une présence marquée dans le milieu, connaître le milieu, se faire connaître, travailler dans tout, pour dire que si vous voulez vendre dans ce quartier-là, idéalement, ce serait bien de vendre avec nous. Ça, j'ai vu dans le positionnement de Remax Griffintown que le Griffintown était la première zone de farm et que ça s'est étendu à NDG, à beaucoup plus large que ça. Et j'ai vu un certain virage, peut-être, je dirais, parce que je suis, C'est gentil. Je dirais peut-être dans la dernière année, un peu moins, où est-ce que le Remax Griffintown, c'est beaucoup plus large que ça, c'est at large. On amène des agents qui ne cherchent pas nécessairement à vendre dans Griffintown, mais qui veulent être partout
ou est-ce que eux, ils sont bons, ils sont connus? Exactement. Est-ce que je me trompe? 100% Neil. Au fait, qu'est-ce qu'on a fait, c'est que très rapidement, on a essayé de perturber, j'aime le terme perturber, disrupt, comme on dit en anglais, le modèle classique des agences immobilières. On me dit toujours, Thierry, t'en fais trop sur les médias sociaux, ton agence est trop digitale, ton agence est trop colorée, on me l'a déjà dit. Ah, Ton c'est agence vrai? est trop jeune. Ah oui, on manque pas de me le dire de temps en temps. Et moi, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est d'avoir une agence qui représentait Montréal. Et pour moi, Montréal, c'est divers. Montréal, c'est une ville qui est quand même assez jeune et surtout, c'est une ville qui est dynamique. Donc, nous, au lieu de se concentrer sur un point névralgique qui était centralisé comme le centre-ville de Montréal, on s'est dit oui, on va bâtir notre fortification au centre-ville de Montréal. Notre bureau est là. Par contre, digitalement parlant, on va s'assurer de toucher à tout et on va s'assurer d'attirer le plus d'attention possible pour dire nous sommes là, nous représenterons vos intérêts immobiliers, que ce soit pour l'acquisition ou la vente de façon professionnelle et avec une expertise vraiment pointue. En fait, pour ceux qui auraient pu se permettre d'avoir des doutes, ils sont dans l'erreur. Parce que la question des nouvelles technologies, le disruptive approach, bien entendu, ça peut faire peur aux gens qui sont plus conventionnels, mais ça fonctionne, Remax Griffintown. C'est très bon point, Neil, parce que, au fait, on voit la naissance de compagnies comme Duproprio avec lesquelles j'ai eu une histoire d'amour récemment. Et on voit que ces compagnies-là naissent à cause du fait qu'on a des modèles d'affaires, du moins dans mon domaine, l'immobilier. C'est très archaïque. On fonctionne de façon très archaïque. Et lorsqu'une compagnie ou une sphère entrepreneuriale fonctionne de façon archaïque, c'est là qu'on voit des compagnies qui perturbent, comme Duproprio, comme Airbnb, comme Uber dans le taxi. Donc, on voit justement des compagnies, même au point de vue des banques, des compagnies de microfinancement, du financement digital, des gens qui peuvent investir de la Californie en une compagnie au Québec. Donc, on voit plusieurs modèles d'affaires qui sont en train de se revamper. Et moi, je dis toujours digital or die. Il faut soit aller digital ou mourir parce que on le voit avec des compagnies comme BlackBerry, Kodak, qui n'ont pas voulu évoluer, qui tranquillement mais sûrement ont disparu et ont perdu des parts de marché quand même assez intéressantes dans leur sphère. Donc moi, dans l'immobilier, je m'assure que on ne disparaîtra pas d'ici. Exactement. Tu veux pas être BlackBerry. C'est pas que je voudrais pas être BlackBerry. C'est un bon produit. C'est un excellent produit. But. Exactement. Le problème, c'est que selon moi, ils n'ont pas évolué. On le voit dans les médias sociaux présentement. Twitter, grâce à Donald Trump, quelque part, on a recommencé à parler de Twitter, mais Snapchat, exactement, qui est en train de disparaître tranquillement mais sûrement. Mais on voit avec Snapchat, Instagram, des compagnies qui continuent d'évoluer au sein d'un monde qui est très agressif. Parlons de chiffres, Thierry. Le Remax Griffintown a vendu 30 agents, a vendu combien de propriétés? Quelle est la spécialité? Comment ça s'est passé l'année dernière? Juste pour que nos auditeurs puissent comprendre ce que vous faites là. Oui. Pour mettre en contexte, en donner de chiffres exacts, on a vendu pour bien plus d'une 10-15 millions de dollars d'immobilier facilement. Et ça, c'est juste moi personnellement. On a plusieurs courtiers qui sont près des 7 chiffres par année. Les 6 chiffres, ça n'a rien à voir. Non, ça, il y en a quelques-uns. D'accord. Non, on veut J'ai pas mal compris la question. On veut pas valider le portefeuille des gens, Thierry. Si tu veux, on va valider le portefeuille. J'ai mal compris. Non, c'est correct. Non, je voulais pas te mettre dans une position pour dire combien d'argent vous faites. C'était plutôt à savoir combien d'unités que vous avez vendues ensemble, le nombre de transactions. Depuis parce qu'à 30, c'est beaucoup, là. Oui. Donc, c'était dans le but d'informer nos auditeurs que c'est une grosse agence, que vous faites beaucoup de transactions, que vous roulez beaucoup. Donc, je suis désolé peut-être de t'avoir mis dans une position peut-être inconfortable. Désolé. Je dirais facilement l'année dernière 250 transactions facilement. Voilà. Donc, vendues ou achetées. Oui, 250. Et on vient de démarrer un département strictement de location. Et dans le centre-ville de Montréal, présentement, les locations quand même haut de gamme commencent à exploser. Donc, ce département-là fonctionne extrêmement bien. Je dirais dans les derniers 6 mois, c'est facilement 10 à 15 transactions chaque mois. Wow. Oui, minimum qui se font dans des locations de 2-3 000 $ par mois et plus, au fait. Donc, ça va très bien. Donc, le positionnement Griffintown, centre-ville, haut de gamme est une chose. Est-ce que dans un avenir moyen,
ou rapprocher, ou peut-être dans un avenir plus loin. Est-ce que vous avez des plans pour aussi aller dans des secteurs tels que l'Est de Montréal? Je sais que vous êtes presque un natif de Saint-Michel, un amoureux de Saint-Michel. 100%. Est-ce que vous avez des plans dans le sens de dire, vous voulez prendre le modèle d'affaires et dire, on va essayer d'en appliquer une partie pour l'Est? Moi, c'est sûr et certain que j'aimerais accroître mon territoire présentement. Présentement, je suis centré je suis dans le centre-ville. Griffintown, c'est dans le sud-ouest. Griffintown, c'est Burgundy, Little Burgundy. Okay. À la fin de la journée, là, c'est ce que c'est. Moi, j'aimerais dire que d'ici 5 à 10 ans, j'aimerais acheter Remax Québec. Si jamais Remax Québec m'entend, je l'ai dit en ondes, en primeur, à Radio Centre-Ville, au show de Neil. Donc moi, je me porte partant. Moi, je me porte partant pour une acquisition provinciale. Je pense qu'en 2017, il faut oser. Ouais. Il faut oser espérer. Et puis, c'est pas juste de l'espoir. Je vous promets qu'on serait capable de le faire. Donc, moi, j'aimerais ça. Go for it. Le jour où tu décroches là, voilà. Il l'avait dit. Exactement. Le 26 mars à peu près 3h40 à l'émission Montréal Pluriel. Thierry, je sais que t'es un activiste socio-économique que j'appelle, où est-ce que tu développes des gens, mais t'es très en lien avec tes origines et le basketball a été pour toi un amour de jeunesse qui continue à exister en toi. Les gens, pour ceux qui ne le savent pas, il y en a quand même beaucoup qui ne le savent pas, tu as été un joueur de basket émérite, un professionnel qui a joué. Thierry, t'as été un professionnel. Oui. T'as été joué en France. Fait imaginez, tu fais quoi, 5-8? 5-8. Donc, à 5-8, si t'es pas bon, t'es pas sur le terrain comme professionnel n'importe où sur la planète. On est d'accord? Football, baseball, peu importe le soccer. Il y a juste le soccer. Est-ce que je pense que la grandeur pardonne? Mais oui, Neil, effectivement. Moi, le basketball, ça a été une énorme partie de ma vie. Je dois dire merci à Denis Gagnon, mais à Gerson de Saint-Michel, à NC Oriental, Ralph Oriental. Ce sont tous des gens, Pascal Jobin aussi, des gens qui m'ont beaucoup poussé à jouer au basket à un très jeune âge. Et oui, je faisais partie des meilleurs meneurs, point guard au Québec, puis un certain temps même au Canada. Et j'ai eu la chance d'aller jouer professionnel, donc au basketball. Et j'ai grandi avec Samuel D'Alembert, Manix Oriental. On a joué à Lucien Pagé. On fait partie de la vague de Lucien Pagé qui était la meilleure équipe au Canada secondaire. Et on a eu plusieurs athlètes professionnels, au fait, de la NBA, même de la NFL, Patrick Kabongo. Qui sont sortis de chez vous. Exactement. De notre club, au fait, secondaire. Tu sais, de nos jours, c'est un peu plus populaire. On écoute March Madness, puis on voit des Canadiens un peu partout. Ah non, c'était dans le temps, là, c'était... Oui, dans le temps, il y avait quelques Jamaïcains de l'ouest de Montréal, puis il y avait quelques Haïtiens de l'est de Montréal. C'était comme ça, qui étaient dans la NCA. Donc, puis on n'avait pas de YouTube dans ce temps-là. Non, mais ça a été des programmes, que ce soit Lucien Pagé, que ce soit Henri Bourassa, que ce soit... Oui. Ça, oui, définitivement. T'as connu qui ont permis vraiment à des jeunes qui avaient plusieurs options, dont plusieurs qui n'étaient pas nécessairement des bonnes options, de se concentrer sur eux-mêmes, leur développement, apprendre quelle est la valeur de l'entraide, la valeur du support, la valeur d'aider les uns aux autres pour arriver à un objectif commun de par leur talent individuel. Ça a été vraiment une porte de sortie pour plusieurs. Indépendamment que tu aies été un jeune homme à problème ou pas, c'était vraiment un chemin magnifique. J'espère que ça continue de l'être. Je suis un peu moins le sport local. Oui. J'espère que parce que j'ai comme l'impression qu'il y en a peut-être un peu moins au terme de développement. Donc, c'est éventuellement quelque chose que je vais, en tout cas, personnellement, voir dans la mesure du possible de mes moyens, voir comment est-ce que je peux encourager. Tu suis encore le basketball? Ben oui. Je suis un grand fan, même que j'hésite pas de t'inviter lorsque je fais des petits événements à téléviser. Mais là, on va en avoir un bientôt pour le March Madness. Oui, je suis le basket parce qu'au fait, un de mes bons amis d'enfance, Samuel D'Alembert, qui a joué 13 ans dans la NBA, on a quand même gardé un pouls avec notre ancienne école Lucien Pagé, où est-ce que chaque année, on l'a pas fait l'année dernière parce qu'il y a beaucoup de choses en branle. Si on a le temps, on en parlera. Mais en 2013, 2014, 2015, on a vraiment pris 20 à 30 jeunes qu'on a amenés, toutes dépenses payées, voir des matchs de la NBA pour qu'ils puissent rêver.
Nous, au fait, quand on était jeunes, d'écouter un match de la NBA à la télé, c'est une chose, mais on pense que ces gens-là, c'est pas des êtres humains. Puis on oublie que ces gens-là, ben, ils respirent comme nous, ils saignent comme nous, ils suent comme nous, ils ont des émotions comme nous. Et les jeunes, ce qu'on a voulu faire, c'est de leur faire vivre une journée, 2, parce qu'on les fait voyager, encore une fois, toutes dépenses payées. On les a amenés à New York, on les a amenés à Toronto. Ils ont vu les Knicks contre Dallas, par exemple, où est-ce qu'ils ont pu toucher Carmelo Anthony, parler aux joueurs. Oui, puis les joueurs ont pris le temps, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es jeune, puis que tu es issu de milieux, comme dit, défavorisés, souvent, tu rentres à la maison, tes parents sont pas là. Souvent, tes frères, tes sœurs ne sont peut-être pas aussi attentifs à ton évolution interpersonnelle à toi. Donc, tu es un peu laissé à toi-même. Et ce qu'on se disait, c'est que s'ils avaient des objectifs de basket, par exemple à Lucien Pagé, les jeunes, ils ont vraiment commencé à focaliser leur énergie. Donc, ils devaient respecter leurs collègues, respecter leurs profs, respecter leur coach. Être à l'heure. Exactement. Donc, il y avait plein de trucs qui les mettaient, au fait, des obstacles qui les empêchaient d'aller à ce voyage-là. Mais s'ils réussissaient à surmonter ces obstacles-là, ben, ils avaient toutes dépenses payées, puis on les gâtait aussi, là. Souliers, des trucs signés. Yeah, name it, they got it. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que les jeunes avaient hâte d'aller à ce voyage-là. Ils se tenaient carrés. Lorsqu'ils rentraient à la maison, puis qu'ils voyaient un proxénète ou un dealer au coin de la rue qui disait « Hey, viens-t'en... Non, moi, j'ai un voyage. J'aimerais ça aller à mon voyage, moi, dans 2-3 semaines. Cool. » Puis s'il y avait quelconque problème, tu pouvais être on l'a fait à 2-3 reprises. Les meilleurs joueurs, même de l'équipe, des joueurs qui étaient vraiment les top scoreurs, ben, ils sont pas venus au voyage. Pourquoi? Parce que ils avaient des attitudes hautaines. Ils manquaient de respect avec leurs coéquipiers ou leurs professeurs. Donc, on s'est assuré de vraiment mettre des obstacles pour que ces obstacles-là soient surmontés. Puis ce qu'on a découvert, c'est que les jeunes de Lucien Pagé, qu'ils habitent à Saint-Michel, qu'ils habitent à Parquet, qu'ils habitent peu importe où est-ce qu'ils habitent, lorsqu'ils ont des rêves et des objectifs, ben, ils se tiennent carreau et ils deviennent des citoyens performants. Moi, j'appelle ça performants de la société québécoise. Pas juste des citoyens qui, de temps en temps, vont le faire à temps partiel. Non, au-delà de. Au-delà de tout. Et parce que c'est facile de dire, ouais, mais à Saint-Michel, par exemple, ou à Parkex, la violence ci, la violence ça, ou à Montréal-Nord. Oui, mais c'est de comprendre aussi dans quelles connotations socio-économiques ils sont. Là, on parle plus d'affaires, il est parti, là. Ah oui, sorry. On parle plus d'affaires, il est parti. Même plus de basket non plus. Il aime les gens, c'est clair, c'est un communicateur très, très donnant de sa personne. Puis je pense que c'est une bonne chose qu'on ait des gens comme toi qui sont en affaires, qui réussissent bien. Je te mets on the spot. Scal Labissière. Oh yeah, Scal, un boy Scal. Explique aux gens, c'est quoi? En fait, dans un premier temps, pour nos auditeurs, Scal Labissière, c'est un jeune haïtien qui a joué au Collège Canado, qui a été repêché dans la NBA. Et normalement, les joueurs de première année, quand ils sont repêchés, ils jouent peu et performent pas beaucoup. Scal Labissière est devenu un joueur non seulement important, mais fort probablement le joueur de concession de son équipe. En très peu de temps, il a marqué, ça a été le premier de sa gang dans le fond, en 2016, a marqué plus de 30 points dans un match où il a dominé. Et avant d'arriver là, dans le tournoi de la NCAA et vraiment dans son équipe collégiale, c'est un joueur dominant qui a pris un certain temps pour se peaufiner, mais une fois qu'il a trouvé sa zone d'existence, il est devenu un joueur totalement extraordinaire où il a dominé beaucoup de matchs. Ton opinion, comment tu le vois? Qu'est-ce que tu vois pour lui? Pascal, au fait, c'est un confrère. Hein? C'est quelqu'un qui est haïtien, c'est quelqu'un qui est né là-bas, c'est quelqu'un qui a vécu là-bas, un peu comme Samuel. C'est pas quelqu'un nécessairement qui est né au Québec d'origine haïtienne. Et Scal a survécu aussi le tremblement de terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jambes de Scal ont été... Oui, après le tremblement de terre, lui et sa famille ont été pris dans leur maison familiale. Et même, il a failli perdre ses jambes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça, mais Scal a failli perdre ses jambes pendant le tremblement de terre. Et direct après le tremblement, la famille a décidé, non, maintenant c'est fini, tu t'en vas à Memphis. À Memphis, il a évolué quand même assez rapidement. On a découvert qu'il y avait vraiment un talent naturel pour par la suite passer par Kentucky, où est-ce qu'il a joué brièvement, mais une année, un one and done, comme on dit. Aller direct dans la NBA, Et il a été, au fait, il a été drafté par Phoenix et échangé à Sacramento, qui est une équipe pour laquelle Samuel a joué aussi d'Alembert. Et la minute que Bobby Cousins, DeMarcus Cousins a été échangé, ben là on a vu l'effervescence et le vrai talent de Scal. Comme tu as dit tantôt, de sa cohorte de rookie, de recrue de l'année, c'est le seul joueur à avoir marqué plus de 30 points cette année, à avoir pris plus de 10 rebonds dans le même match. Donc Scal a une énorme responsabilité en tant qu'Haïtien qui évolue dans la NBA, mais il est en train de remplir son défi avec brio. Mais c'est quand même fascinant. J'aimerais vraiment être le propriétaire des Phoenix Suns et avoir à faire une conversation
discussion avec le DG qui a décidé de prendre cette décision que de l'échanger. Je suis pas sûr qu'il va garder sa job longtemps. Mais souvent, c'est des décisions de salary cap aussi. Ce qu'il faut comprendre avec la décision aussi d'échanger Skal, ils ont gardé Cory Booker. Cory Booker vient de marquer 70 points contre les Celtics. Okay. Donc, je pense que le GM... Neil was like, all right, they're gonna learn today. C'est ça. Donc, en attendant, je pense que le GM a fait quand même une belle décision financière, mais c'est sûr que, comme tu as dit tantôt, le basket en tant que GM, c'est devenu une business. Hein. C'est plus du tout des émotions. C'est vraiment, est-ce que les chiffres font du sens ou non? Et oui, c'était une décision financière, mais Skal, je pense que, moi, je dis toujours, les meilleurs deals qui m'arrivent, c'est ceux que je fais pas. Ouais. The best deal I do are the ones I don't. Ouais. Donc, Skal qui finit pas à Phoenix, c'est peut-être la meilleure chose qui lui est Pour jamais lui. arrivée. Et pour Phoenix aussi, qui ont gardé Corey, qui a marqué 70 points dans un match. 70 points. 70. Donc, non, Skal, il a commencé un peu plus au ralenti, comme tu as dit tantôt. Mais là, maintenant que Boogie Cousins a été échangé à New Orleans, là, comme tu as dit... Le plancher est à lui. Oui, là, le plancher, c'est à lui. Puis, moi, je dis toujours, la chance, ça arrive quand le hard work meets opportunity. Right? Oh, he's lucky. The harder I work, the luckier I get. Le plus que je travaille fort, le plus chanceux que je deviens. Tu fais germer les opportunités. Exactement. Donc là, si Skal, en ce moment, il s'entraîne comme je crois, puis comme Samuel lui suggère toujours de faire, présentement, l'opportunité s'est présentée. Ben, est-ce que tu as travaillé assez fort pour saisir l'opportunité? Parce qu'on a tous des opportunités. Donc, il faut trouver une façon éventuellement de l'amener à Montréal, Thierry. Le NCAA Final Four. Oui, monsieur. Nous y sommes. Oui. Où est-ce que t'es, toi? Moi, j'avais UCLA. J'avais Mr. Ball's son. T'as pas fait ça? Ouais, je te jure. T'as pas fait ça? J'avais vraiment... Pour nos auditeurs contexte, qui ne connaissent pas, on va donner le contexte. Il y a le père de ce jeune qui se nomme Balls. C'est quoi? Lonzo Ball. Lonzo Balls. Bonhomme, je pensais avoir entendu et vu des grandes gueules de ma vie. Il n'y a pas une plus grande gueule que Lonzo Ball. Effectivement. Ce gars-là a fait énerver à peu près tout ce qui existe comme star de la NBA. Oui. Il s'est dit que s'il avait eu l'opportunité, qu'il aurait été beaucoup meilleur. En fait, qu'il est meilleur que Michael Jordan, que son fils est meilleur que Magic Johnson, que son fils est meilleur que Michael Jordan. Non, il a dit que son fils est meilleur que, présentement, au moment où on se parle, que Stephen Curry. C'est ce qu'il a dit. Oui, entre autres. Bon. Oui. Donc, et malheureusement, son fils joue pour UCLA, qui était une des équipes favorites pour remporter le tournoi des Final Four, qui est un méga tournoi au niveau basketball universitaire. C'est le Saint Graal. Cette finale-là est aussi populaire qu'une finale de la NBA, le tournoi comme tel. Oui. Et malheureusement, le fils et son équipe, UCLA, mais ça fait 2 fois que tu choisis des équipes bizarres. Le UCLA ont planté et je pense que ce père devrait, en tout cas, je ne veux pas dire des mauvais mots au micro, il a mis son fils dans une position impossible. C'est dur. Où est-ce qu'il devait surperformer et malheureusement, le fils a eu une contre-performance au niveau un des matchs les plus importants. Son équipe a perdu et il a braillé comme un bébé lors de cet événement-là. J'espère que le père va faire une dépression, que le fils va devenir une grande vedette dans la ligue. Moi, je te dirais que moi, je suis un grand fan du joueur. Le père tel quel, je suis pas trop fan de lui. Par contre, dans notre communauté où est-ce que souvent on manque d'encouragement, moi, la seule chose où est-ce que je vais lever mon chapeau à ce père-là, oui. C'est un génie du marketing, parce que en ce moment, tout le monde parle de lui. Ça, et there's no such thing as bad marketing. Présentement, tout le monde parle de lui, que ce soit dans la NBA ou dans la NCAA. De un. De deux, son fils, effectivement, ça lui met énormément de pression. Mais s'il y a quelqu'un qui, selon moi, est assez bon pour supporter cette pression-là, c'est lui. En talent, il est capable. Donc, pour revenir à ta question initiale, qui est mon équipe maintenant que UCLA a été éliminé? Moi, je vais aller avec Kentucky qui a éliminé UCLA parce que, selon moi, il y a eu des performances vraiment dominantes de la part de Kentucky face à UCLA. Et je n'ai d'autre choix que de supporter l'équipe. Oui, selon moi, parce que je vois pas une équipe battre l'équipe que moi j'ai vu détruire, parce que même si le match était quand même assez serré vers la fin, ils ont dominé. Le terme c'est vraiment ça, ils ont vraiment dominé tout au long. Un jeu plus équilibré. Oui, des 40 minutes. Ouais. Le Gonzaga, ils sont toujours là? Gonzaga, I believe, yes, they are correct. Oui, dans le Elite 8. Tu sauras que les Bulldogs, Neil Armand a une préférence pour Gonzaga. Ben, on a eu un jeune homme de Montréal qui a joué pour Gonzaga. Sérieux? Oui. On a eu Cespedes.
Pierre-Marie Cespedes, qui est d'origine haïtienne, qui a joué pour Gonzaga. Je vais dire quelque chose, Neil. Le dilemme avec le Québec, c'est la chose suivante. Si c'est pas du hockey, on n'en parle pas. Ça, c'est un. Puis deux, je pense que c'est générationnel aussi. Quand nos parents sont venus au Québec, ce qui comptait, c'était un petit ballon qu'on kickait avec nos pieds. Donc, quand on dit à nos parents qu'on dit hey, « Papa, maman, maintenant, je mets un ballon dans un panier », nos parents étaient comme « De quoi tu parles? Moi, j'ai pas le temps, je m'en vais travailler. » Par contre, remplacer le succès des basketteurs montréalais d'origine haïtienne avec un ballon sur le pied. Je vous promets que la communauté entière du Québec, la communauté haïtienne québécoise, serait beaucoup plus à l'affût de, et je vous dirais supporter du basket. Mais en ce moment, le basket, c'est ce que c'est un sport afro-américain. Aux États-Unis, tu joues au basket, wow. Tu joues au soccer, on n'en a rien à cirer. Mais notre diaspora à nous, ça change tout. Exactement, c'était le soccer qui comptait. Donc, moi, ce que je dis simplement, des fois, quand je parle aux parents haïtiens qui ont un certain âge, c'est prenez le temps d'aller voir vos enfants jouer au basket. Vous seriez surpris. Vous seriez surpris parce que s'ils jouaient au soccer, vous auriez pris le temps d'aller le voir, votre fils. Parce que des fois, il y en a des petits, là. En fait, tu vois, Thierry, on va le faire. Indépendamment du sport qu'il veut, encouragez-le à performer au maximum qu'il peut aller, bien dit, sans lui mettre de la pression pour qu'il sauve les finances de la famille. Et ça, malheureusement, c'est souvent le cas. Mais nonobstant ça, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Peu importe le sport, moi je le dis toujours, l'entrepreneuriat, c'est un sport. Ici, on est tous des entrepreneurs. Greg, c'est un sport violent. C'est un vrai sport. Et comme dit Mark Cuban, l'entrepreneuriat, c'est un sport 24 heures sur 24. Quand toi, tu dors, là, il y a quelqu'un en Asie qui est en train de développer une application to kick your butt. Puis ça, c'est Mark qui l'a dit. Puis il disait, Sam a joué pour Mark Cuban à Dallas. Moi, j'ai eu la chance de m'asseoir avec cet homme-là qui a partagé tellement de savoir avec nous pendant plusieurs soupers. Et ça, c'est tellement vrai. Le vrai sport, là, c'est pas celui que tu vois sur le parquet. C'est celui qui signe les chèques de celui qui joue sur le parquet. Ah, que oui. Ça, c'est un autre sport violent. Ouais. Le NBA, on est presque rendu à la porte des séries. Oui. Comment est-ce que tu vois la chose? Ouais. Et on commence à manquer de temps. Ah oui, non, moi je crois qu'il va y avoir une surprise cette année. Je suis pas convaincu que ça va être soit Cleveland ou même Golden State. Ça, sérieux? C'est mon opinion. Mais si je devais mettre mon argent sur un des deux, j'irais encore une fois avec... les Warriors? Oui, j'irais avec les Warriors. Cette année, j'irais avec les Warriors. Il y a des chances, selon moi, que les Warriors y soient. J'ai hâte de voir si on va avoir l'avènement du talent qui, pour moi, était le talent brut le plus raw qui existe dans la NBA. C'est M. OKC lui-même, Russell Westbrook. Russell Westbrook. Il a été mis dans une position impossible cette année. Un déserteur, un traître, ça c'est moi, l'a laissé avec Monsieur Durant, Kevin Durant, l'a laissé tomber pour aller joindre une équipe bardée de talent qui est les Golden State Warriors. Et ce gars-là a décidé de dire, tu sais quoi, moi je vais leur montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est un gars qui aime beaucoup jouer en équipe, Westbrook, mais il a été dans l'obligation de dire, moi je dois supporter et prendre le lead et vraiment faire que ça arrive. Et OKC a une très très belle année. Il accomplit un exploit que je pense que personne a fait. 35 en ce moment, il est rendu à 35 triple-double. Triple-double, c'est quand tu as dans les dizaines, en au moins 3 catégories, donc dans les points, dans les blocs. Lui, c'est dans les rebonds, dans les passes et dans les points. Ce qu'il faut comprendre aussi, pour mettre les choses aussi en contexte, c'est que c'est très dur. Mais 2, je ne sais pas si c'est OKC qui a une si bonne, le Oklahoma City qui a une si bonne saison, autant que lui-même en tant qu'individu qui a une excellente saison. Mais il fait grandir les joueurs qu'on trouvait qui étaient très moyens autour de lui. 100%. Mais il n'y a pas le choix, il est le seul. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est que tu as raison. Et j'enlève rien à Russell Westbrook. Moi, j'ai toujours dit, il y a une différence entre le MVP, qui est the most valuable player of the league, et le meilleur joueur. Oui. Dans ma tête à moi, présentement, le meilleur joueur de la NBA, c'est LeBron James. Mais le joueur le plus valuable à son équipe, qui veut dire, s'il ne joue pas,
Il n'y a pas d'équipe. L'équipe ne gagne Il n'y a pas pas. d'équipe. C'est Russell Westbrook, point final. Ah ouais, tout Et à c'est fait. ce que je trouve de dommage avec la NBA, c'est qu'ils n'ont jamais su faire la disparité entre le meilleur joueur de la ligue et le joueur le plus valuable de son équipe. Ouais, Qui veut tout à dire fait. que s'il n'est pas là, l'équipe, elle est zéro barrée. Tu imagines quand Golden State risque d'avoir à passer à travers eux pour se rendre à la finale? Ça va être, honnêtement, là, moi je crois que ça va être dans le temps qu'on avait Chicago Bulls contre Isaiah Thomas, ça va être ouais, ça va être laid. Lakers contre Boston, ça va être laid, mais ça va être beau. Oh, Parce que en 2017, le basket, c'est devenu un sport d'amis. Ils se like sur Facebook, ils se like sur Instagram, Non, ça non, se non. connaît. Ça sera Là, pas il n'y le aura cas. pas d'amitié, Non, ouais. ça sera pas Parce le que, cas. puis c'est là qu'on voit la force de Westbrook. Westbrook, sa vraie force, c'est qu'il est un peu à l'ancienne. He's a bit crazy. Il est un peu fou, lui. Donc, c'est un Kobe Bryant. C'est un gars que, je suis pas ton ami. On joue un contre Mais l'autre. d'ailleurs, that's all. pour le bénéfice de nos éditeurs qui aiment le basketball, à une entrevue où est-ce qu'on disait que c'est qui le meilleur joueur, Oui. le plus utile de la ligue, qu'on demandait à plusieurs grands joueurs C'est vrai. qu'est-ce qu'ils pensaient, qui ils pensaient qui était le joueur le plus utile. Et pour quelque raison que ce soit, le Stephen Curry a répondu quelqu'un d'autre que Russell Westbrook. Et un journaliste allait voir Russell Westbrook et de lui dire que Curry a dit que c'est Curry who? Exactement. Elle dit, oh, OK! Yeah. Donc, il y a de l'animosité brute. Nous y sommes déjà, Thierry. C'est déjà la fin. Ah, ben, ça a passé vite. extrêmement En vite. bonne compagnie, ça passe toujours. La chose que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu donnes ton numéro de téléphone à l'agence pour que des gens qui seraient intéressés à faire affaire avec toi ou avec un de tes agents Oui. puissent le faire et prendre contact avec toi. C'est quoi les coordonnées, Thierry? Parfait. Je vais faire encore mieux. Instagram, Facebook, Twitter, on est partout sur ces trucs-là. Vous avez qu'à aller sur ça. De nos jours, c'est là qu'on est, les jeunes acheteurs. Envoyez-nous des messages. Téléphone cellulaire, téléphone du bureau 514-564-TOWN. Mais avant de te laisser ou avant de laisser tout le monde, Yes. je vais vous demander de rester attentif à un mouvement que j'ai débuté qui s'appelle Influence MTL. C'est le 19 mai 2017 à Montréal. Et pour tous tes auditeurs, je vais avoir une belle surprise parce que je vais revenir, si tu m'invites, c'est sûr. pour en parler. Influence MTL le 19 mai 2017 au Sheraton. Vous allez être fiers de votre communauté, mesdames et messieurs, parce qu'ensemble, je crois qu'on peut faire des grandes Mais choses. tu reviens à l'émission sans problème. Parfait. On va en parler. L'exercice qu'on a fait aujourd'hui, j'invite et je mets au défi Fran Saint-Élémy. OK. Je ne sais pas s'il va être en ville bientôt, à venir pour faire le même exercice, parce qu'on va parler de soccer. Génial. Fran, c'est un fanatique Fan, malade ouais. et aussi il a été un très très bon joueur de foot. Donc on va l'inviter pour qu'il nous parle Cool. de foot. On dit merci à tous les gens qui ont pris le temps de passer du temps avec nous aujourd'hui. Nous avons eu le plaisir de recevoir Amandine Gay, une femme extraordinaire qui fait des trucs extraordinaires, qui a fait une exposition qui s'appelle Exhibit B, qui fait un film qui est présenté, que vous pouvez voir. Donc, merci beaucoup à Amandine qui parle vraiment de la perspective de la femme noire sous un angle totalement différent. Merci beaucoup. On a eu la chance et le plaisir de recevoir Laurent Lamotte, ex-premier ministre, homme d'affaires aguerri, et porteur d'un nouveau projet d'affaires au niveau de la technologie, comment la technologie peut influencer le développement dans les pays sous-développés. Et l'honorable, on lui donne le titre parce qu'il a du gris maintenant, Thierry Lindor, le expert en immobilier, mais surtout homme d'affaires et philanthrope à ses heures. Il fait vraiment beaucoup de choses. Nos collaborateurs, Henri Saint-Fleur, merci beaucoup. Greg Excellent, merci beaucoup. Une visite qu'on espère qui ne sera pas la dernière, celle de Intexto Journal Panou. Merci beaucoup. On vous souhaite un excellent dimanche. Vous écoutez, ou plutôt vous avez écouté Montréal Pluriel sur les ondes du 102.3 FM. À dimanche prochain, mesdames et messieurs.